Images. Question d'URSS. Septembre 1988. De nouveau Moscou. Les trottoirs des avenues sont toujours défoncés. Mais la rue piétonne de l'Arbat est si jolie avec ses façades anciennes ravalées, ses bancs, ses vendeurs de tendres chromos, ses musiciens. Si peu de robes dans les grands magasins du Goum, mais tant de tissus, souvent beaux. Les femmes confectionnent donc elles-mêmes leurs affaires. Les water sont partout odorants. L'hôtel Rossia, palace à l'extérieur, à l'intérieur ressemble à un hôpital dégradé. Luxe au contraire, propreté inouïe des stations de métro. Comment aller en URSS sans réclamer sans cesse et les comptabiliser, les signes visibles du bonheur ou du malheur d'être soviétique? Et maintenant, les signes de la perestroïka? Hier soir, sur l'autoroute entre l'aéroport et le centre de Moscou, il faisait nuit et il pleuvait en abondance. Le chauffeur de la voiture, un garçon frisé avec des lunettes rondes, écoutait du hard rock à fond sur le radiocassette, penché sur le volant, la tête près du pare-brise, parce que les essuie-glaces ne marchaient pas. À intervalles réguliers, il descendait de voiture et les actionnait à la main, tranquillement. Il remontait et conduisait, les yeux sur la pluie, le dos bondissant sous le rythme de la musique. Je sais que je me souviendrai de lui, premier visage approché vraiment dans ce voyage, et plus qu'emblème de l'écurie soviétique et de la pénétration de la culture américaine, signe indicible, impalpable, d'une atmosphère plus libre, un peu folle. Souvenir d'un ordre cotonneux, lors de mon premier séjour il y a 7 ans. Ordre dont je pouvais sentir le poids mais aussi la douceur sécurisante. D'une histoire arrêtée et figée dans les affiches, montrant les profils hiératiques des travailleurs et exaltant la production, maintenant disparue. Aujourd'hui, nous avons rencontré 2 poètes et 3 romanciers dans la maison des écrivains. Une grande pièce un peu sombre, les poètes étaient assis près de la table basse, devant nous. Les romanciers à l'écart, près de la fenêtre. Ils ont parlé longtemps. Pas une fièvre de mots, mais une parole lente et grave, malgré l'humour continuel, les allégories et les métaphores qui illustrent chaque idée et transforment le discours russe en une succession de tableaux et de scènes. Ils ont dit la censure et l'autocensure, l'étrangeté d'écrire, d'agir en général, dans une société opaque, où rien n'est compréhensible, sauf la peur. Ils ont décrit le présent, le désir et la crainte de la liberté, jusqu'en eux-mêmes. Ils se sont interrogés sur la fonction de l'écrivain, refusant tous la littérature à message idéologique, tentation naturelle de l'esthétisme confondu, comme à l'Ouest avec la liberté. Le poète Rodzinski, massif, aux lèvres lourdes, parlait les paupières baissées. En l'écoutant, certitude que la perestroïka est d'abord cela, le temps de la parole enfin advenu. Et aussi souffrance, contenue dans le ton même des voix, le sérieux ardent des visages, certaines hésitations. Souffrance du constat de la société, souffrance peut-être du consentement passé et du retournement complet de l'être. Comment imaginer de devoir collectivement changer de mémoire? Fugitivement, j'éprouvais une gêne d'entendre exposer, racler devant nous, étrangers et occidentaux, ces plaies et ce mal-être. Une phrase de colère et de douleur d'un héros de Tourguenieff me revenait alors. Le Russe n'a justement que cela de bien, c'est qu'il a une atroce opinion de lui-même. Mais peut-il y avoir trop de paroles après des dizaines d'années de silence? La rencontre avec des sociologues et des professeurs s'achevait. Sur la table, les cendriers pleins, les tasses et quelques morceaux de sucre, dont le pays manque en ce moment, restant dans une assiette, comme toujours emballés dans un beau papier blanc, avec des coques dépassant de chaque côté à la façon des bonbons de luxe, bien qu'on manque aussi de papier. On s'est levé, l'un des organisateurs a ramassé les sucres et me les a glissés discrètement en souriant dans la main. Je ne peux pas oublier ce geste de pénurie, de partage complice de la pénurie, rappel inexorable, menaçant de la réalité matérielle. Du 3e rang, je voyais jusqu'à l'expression de leur visage, de leur regard, juste avant qu'ils ne se lancent l'un et l'autre dans le vide, tournois, avant de s'agripper les mains et d'échanger leurs trapèzes.
L'un est tombé, a rebondi dans le filet. Murmure immense de la foule, puis cette tension douloureuse heureuse dans l'attente du prochain saut. Enfin, ils se sont rejoints dans les airs. Le corps glorieux, la beauté la plus émouvante qui soit, parce qu'elle est donnée en même temps que l'effort, dans un temps bref, menacée de sombrer dans la laideur au moment même où elle est en train de se réaliser. Le cirque de Moscou, une fois encore, m'a rempli de bonheur. En sortant, pensez cependant qu'ici on exaltait le corps exploit, jamais le corps plaisir. Plaisir pour soi ou pour les autres, ni dans l'art, ni dans la vie. Quand cela aussi adviendra-t-il? Est-ce qu'il reste encore assez de temps pour que cela advienne? Je lis chez Aitmatov que les gens ne croient plus à rien, que le matérialisme a tué l'âme. Et il montre que l'on crucifierait le Christ une seconde fois, le Biot. Et ceci, de Raspoutine, lui aussi populaire. Les hommes ont oublié la place que Dieu leur a donnée. C'est Dieu qui est dans l'âme. Elle te bénit, te protège, etc. Un nouveau discours de l'âme lié à la condamnation de la ville et du modernisme, à la nostalgie des valeurs anciennes. De quand, de qui? Des arrière-grands-parents serfs en Russie, commis de ferme en Normandie. Travail, famille, sol natal. À Zagorsk, des femmes psalmodient entre le chant et les larmes. Un pope, immobile, ses cheveux étalés sur sa robe brune, est comme perdu dans les reflets de son visage que lui renvoie la vitre protégeant l'icône. Mais il a les yeux fermés. Douceur utérine de ce lieu, de toutes les églises orthodoxes, étroite, sans autre lumière que celle de l'or et des cierges. Au fond, une vieille femme, assise à une table, est entourée d'une foule qui fait la queue. Elle inscrit sur des bulletins où figure une prière. Il y en a deux sortes suivant les intentions. Les noms des gens pour lesquels, sans doute, on dira le service religieux ou d'autres prières. Soleil du samedi sur la place rouge. Des voitures s'arrêtent à l'entrée d'un passage gardé par un militaire. De chacune descendent des mariés. Elle en robe longue blanche, lui en costume avec des gants. Elle toujours plus mûre que lui, très gamin. Les couples s'avancent tour à tour, on les conduit au tombeau de Lénine. Rite du jour des noces, qui, comme sûrement beaucoup de rites, signifie moins adoration collective qu'espérance de bonheur. Il va peut-être disparaître. Le mausolée lui-même, à cause du soleil sur les voitures à pompons, des rires des mariés, je me suis prise à souhaiter que non. Préserver aussi un peu de ma propre mémoire mythique, la révolution de 1917, octobre. La lumière de Leningrad, ce soir-là, un dimanche, sur un pont de la Neva. Le silence et les herbes entre les tombes du cimetière de Novodievitch, les étoiles rouges sur les tours du Kremlin, la nuit, et même ces vertigineuses cathédrales d'habitation de l'époque stalinienne, aussi angoissantes et faites pour l'imagination que les châteaux de Bavière. Sans doute, j'ai fait la part dans mon voyage de la beauté des choses. Elle a été rarement pure. Maintenant, de retour en France, ce que je revois de Tbilissi, c'est une femme assise sur une chaise, à la sortie de l'escalier mécanique, dans un grand magasin. Elle surveille que les clients montent bien régulièrement, qu'ils lèvent le pied en arrivant dans le hall. Elle regarde aussi la figure des gens, par ennui, ou parce qu'elle doit vérifier aussi les intentions. Une femme brune et forte, sans rien de particulier. Qu'est-ce que la perestroïka pour elle, et qu'est-elle, elle, pour la perestroïka? Juin-juillet 1989.